Bonsoir et bienvenue au podcast À la Coupe. Ce soir, nous recevons Pierre-Olivier Normand qui nous fait le plaisir de partager ses connaissances du hockey junior. Yves sera accompagné du collaborateur Coach Gagnon pour animer la discussion hockey et une bonne dose de patate 85 pour pimenter le tout. Merci d'être là et bonne écoute. Bonsoir à tous et bienvenue à ce 17e épisode du podcast À la Coupe qui est propulsé par Medcom Productions. On vous invite bien entendu à venir nous rejoindre sur notre site alacoupe.ca sur lequel vous pouvez retrouver multitude d'articles qui passent d'entrevues exclusives, des éléments d'actualité, des analyses. Également, vous pouvez nous rejoindre sur Twitter où on va retweeter les plus grands insiders traduits en français juste pour vous, mais aussi on est disponible sur YouTube et Spotify. À la Coupe est très fier d'une nouvelle qu'on va vous annoncer. Pour l'instant, on va rester un petit peu évasif parce que le projet n'est pas encore coulé dans le béton, mais on a vraiment hâte de vous annoncer une nouvelle qui est pour nous une très belle nouvelle. Ça devrait venir probablement dans le mois prochain-ish. Fait on vous tient au courant concernant ça. Aujourd'hui, on va faire une revue du top 10 des meilleurs espoirs du Canadien de Montréal, puis ça devient de plus en plus intéressant parce que là, on a vu les moves qui ont été faits par Kent Hughes lors de la date limite des transactions, puis on voit qu'il s'en va vers éventuellement l'avenir. On veut être compétitif à long terme. Ce qui fait donc que là, tout ce qui est espoir devient de plus en plus important aux yeux de l'organisation du Canadien de Montréal et on a des joueurs qui s'en viennent, qui vont éventuellement être prêts là, dans un avenir relativement rapproché à pouvoir rejoindre l'organisation. On passe entre autres à la signature de Jordan Harris, on devrait théoriquement le voir LNH dès cette semaine ou peut-être dans le prochain mois. Fait que ça devient de plus en plus intéressant de suivre notre top 10. Et là, aujourd'hui, pour ce faire, on a avec nous un collaborateur, Coach Gagnon, qui va avoir la chance de poser des questions à notre spécialiste junior. Coach, comment ça va? Ça va très bien. Je suis content d'être de retour. Merci de m'avoir invité. Première des choses, merci à toi d'avoir accepté de faire partie de l'équipe de collaborateurs. Un bon retour dans l'équipe, ma foi. Merci beaucoup. Écoute, je suis heureux de faire partie d'une si belle gang. La conversation Messenger est très agréable à suivre et à c'est fun. Oh my God. Ouais, pour situer, là, on a une conversation qui est une conversation de groupe pour les gens qui participent au projet à la Coupe. Et c'est mémère une coupe d'hommes ensemble, mettons. Ah oui, très, 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 très mémère. Aujourd'hui, on porte une casquette Lions de Trois-Rivières. Yeah. Comment tu as aimé ton expérience? Parce qu'on a été voir les Lions à Trois-Rivières. Comment tu as aimé ton expérience? J'adorais ça. J'étais accompagné d'un bon chum. On écoutait une bonne game de hockey. L'aréna est moderne. Le jeu était beau. Moi, j'ai vraiment comme apprécié mon expérience à Trois-Rivières. Toi, t'en as pensé quoi? Exactement la même chose. Première des choses, j'étais avec quelqu'un qui était combien agréable. On a même parlé de théorie du complot. On a parlé de plein de choses. Fait que c'était super intéressant. Mais sinon, pour ce qui est d'expérience là-bas, c'est un très bel aréna. Le seul point négatif que moi je voyais, c'est que je trouvais qu'il était situé à un mauvais endroit, dans le sens où on était avec des entrepôts, puis c'était des terrains vagues. Ça, c'était moins le fun. Mais sinon, l'ambiance était bonne. Puis, j'ai regardé là, des séquences par la suite là, de matchs des Lions, puis il y avait moins de foule que quand nous, on y était. Je pense qu'on a été chanceux quand même. Là. On avait une belle ambiance, une victoire de 1-0. Ouais. On aurait peut-être aimé un peu plus que 1, mais c'est quand même une belle expérience. Oui, non, c'est ça, c'était électrisant. Il y avait 3300 personnes, juste pour situer les gens comme dans l'aréna. C'est du monde au mètre carré. Ça fait du bien, comme après la COVID, de refaire un bain de foule comme ça. Puis, comme tu as dit tantôt, les Lions ont donné un bon spectacle. C'est sûr qu'on aurait pris plus de buts, mais les choses sont comme elles sont. Oui, c'est ça. Puis sinon, le niveau était quand même pas si mal. Moi, je trouvais que la vitesse était bonne. C'était juste l'exécution qui n'était pas à point, mais la vitesse était quand même bonne. Puis il y avait du jeu physique aussi. Fait que c'était le fun. Puis, juste une parenthèse avant qu'on commence le show. On a vécu un moment intime avec des joueurs. Quand ils ont gagné, ils nous regardaient directement dans les yeux quand ils faisaient la tournade. Là. J'avais l'impression de faire partie de la famille de ces gars-là. J'avais l'impression de participer comme à leur party de Noël. Ils faisaient le tour, le bâton dans les airs, ils m'ont regardé comme langoureusement, comme pendant quelques instants. Mon cœur esquipe quelques beats.
Moi aussi, honnêtement. Il était comme wow, wow! Ouais. Alors aujourd'hui, coach, on va. Ben, est-ce que toi, tu suis le hockey junior ou plus ou moins ou pas vraiment? Plus ou moins, je te dirais même pas du tout. OK, ben, même situation pour moi, le hockey universitaire junior, je connais très, très peu. C'est la raison pour laquelle on fait appel à quelqu'un qui est plus spécialiste que nous pour nous donner ce qui pourrait être le top 10 des espoirs du Canadien de Montréal. Ce que moi, j'ai marqué en arrière, vous ne le lisez pas, là, mais ça ici, c'est le top 10 de Stéphane Leroux avant la date limite des transactions. Fait entre autres, Byron n'est pas là. Mais sinon, on va pouvoir comparer vite, mais en tant que tel, on laisse toute la place à notre invité. Notre invité, c'est en fait un ancien de la LHJMQ. Plus particulièrement, il était responsable des promotions, de la communication événementielle, du Drakkar de Bécomo pendant une période d'environ 5 ans. Alors lui, le hockey junior, il l'a vécu, il l'a vu. Pierre-Olivier Normand est avec nous. Hey, salut boys, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va. Écoute, moi, parler de hockey junior en plus, je me sens comme une souffleuse au printemps. Là. Ça souffle, puis je suis prêt à garocher de l'info. On est prêt à recevoir. Tant mieux, j'ai de l'info, là. j'ai de l'info, j'ai collecté un peu partout, puis j'espère que vous êtes prêts parce que, honnêtement, c'est le fun de faire ce genre de projet-là. Ah ben, Colin, d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation. Mais avant qu'on rentre dans le top 10, peux-tu nous parler un petit peu, première des choses, comment tu t'es ramassé responsable des coms chez le Drakkar de Bécomo? Écoute, tout part de mon, de mon parcours universitaire. J'ai fait un bac en com à l'Université Laval, spécialisation en relations publiques. J'ai été chanceux. J'ai été un petit cul qui est allé cogner aux bonnes portes durant mon bac. J'ai été voir les gars au Rouge-et-Or de l'Université Laval puis au PEPS. Ils m'ont ouvert les bras. J'ai pu les aider et apprendre un peu plus sur le monde des coms, participer à l'organisation de 3 Coupes Vanier. Après ça, ça te montre un beau CV nécessairement. Puis janvier 2014, il y a j'ai reçu un appel du directeur administratif de l'époque du Drakkar, Serge Proulx, me disant qu'il y aurait peut-être un poste disponible, si c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Donc, passe l'entrevue, puis pif-paf, de retour dans ma région natale. Puis, c'était un méchant beau trip qui a duré presque 5 ans, février 2014 à septembre 2019, que c'est gravé à moi jamais. Voilà. Puis j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton expérience parce que quand tu es rentré, toi, tu as commencé avec une finale de la Coupe du Président. Oui, exact. En rentrant en février 2014, c'était dans les 2 années où le Drakkar de Bécomo a fait les finales, donc vécu un méchant beau trip. On s'est rendu match 7 contre les Foreurs de Val-d'Or. Je peux pas remercier Anthony Manta parce que je pense que pour tout Bécomo, encore à ce jour, le maudit but avec moins d'1 minute à faire à Bécomo, il y a une plaie ouverte que ça c'est pas capable de se recoudre, mais bon. D'ailleurs, un petit fun fact, j'ai pas été capable de réécouter encore ce match à ce jour. Donc, ouais, c'est difficile, mais donc c'était tout qu'un trip. C'était vraiment beaucoup d'expérience. T'es chanceux. L'équipe sur place, il faut que je le dise, l'équipe Serge Proulx et toute la compagnie m'avait bien accueilli, puis ça m'avait donné un bon bagage d'expérience pour le reste de mon stage junior, je peux dire ça comme ça. OK. Puis sinon, par la suite, ça a été un petit peu plus difficile en séries éliminatoires. L'équipe n'a pas. Écoute, on a connu 2014, 2015, on a été en deuxième ronde. Encore une fois, on menait 3-0 contre les Foreurs. On s'est fait remonter pour finalement perdre en 7. C'était une belle ride. Puis ensuite de ça, c'est processus de reconstruction, comme on dit. Je te dirais que mes dernières série 2019, on avait une bonne équipe. Malheureusement, on a perdu en première ronde face aux Wildcats de Moncton, mais à l'époque, dans l'équipe, il y avait quand même des gros joueurs. Gabriel Fortier, Nathan Légaré, avait Ivan Tchekovic, 3 attaquants. Là, Gabriel et Nathan sont dans la Ligue américaine présentement. Ivan joue du côté de la KHL. Aussi quelques joueurs qui sont maintenant universitaires. Donc, quand même, avait une belle équipe très intéressante. Puis ça serait quoi le souvenir le plus marquant, toi, que tu retiens de cette expérience-là? Et boy, c'est comment demander lequel de mes enfants j'aime le plus. Juste un, sans que ce soit. Ouais, juste un. Je te dirais que le fait d'avoir été capable d'organiser le match Canada-Russie à Bécomo, c'était tout qu'un accomplissement. C'est quand même quelque chose à l'échelle nationale. Puis
d'avoir pu participer à l'organisation, puis vécu le processus de A à Z jusqu'à la fin du match. Honnêtement, puis de voir les dessous aussi, là, les équipes de télévision qui viennent s'installer, travailler avec l'équipe russe, traduire des choses avec Google Translate, alors que je parle anglais-français, puis là, tu essaies de baragouiner quelque chose en russe. Moi, j'ai été chanceux, là, mon année chez le Drakkar, c'était la première année à Ivan Tchekovic. Fait que, Ivan, tu vas être mon traducteur. Mais non, des beaux souvenirs. Voir toutes les étoiles de la LHGMQ. Mathieu Joseph, Thomas Chabot, Nathan Noël. Cette année-là, c'était quand même un beau club pacté. Là, il était très, très fort. À peu près, si je me souviens bien, il y avait au moins 5 gars qui avaient fait par la suite l'équipe Canada Junior. Donc, c'était quand même ça va rester un très beau souvenir pour moi. Ça, j'ai mal compris. C'était un match ou c'était une série de matchs? En fait, c'est une série de matchs qui se déroulait à la grandeur du Canada, mais qu'on était chanceux. Les 2 dernières parties se déroulaient dans la LHJMQ et s'arrêtait directement. Il y avait un match à Chicoutimi cette année-là et le dernier match de la série avait lieu à Bécomo. Donc, c'était quand même cool. L'aréna était pleine à craquer. Il n'y avait même pas de joueurs du Drakkar parce qu'on était en processus de reconstruction, mais on avait quand même l'entraîneur adjoint qui était l'entraîneur-chef du Drakkar, Martin Bernard, ainsi que notre légende qui est le gérant d'équipement Brian Saint-Louis, qui était sous l'équipe. Écoute, c'était toute qu'une expérience. Là. Les grosses caméras de télé aussi, ça m'avait marqué. Là. Être obligé d'enlever des rangs de sièges pour rentrer une caméra HD, là, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est des grosses caméras quand même, les caméras HD. Là. Okay. Ben, ça a réduit depuis, mais à l'époque, 2015-2016, ça m'avait frappé. Ouais. OK. Puis, est-ce que tu as des questions, coach, par rapport à son parcours chez le Drakkar? Oui. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de la culture chez le Drakkar? Est-ce que c'est la seule expérience que tu as eue dans la LHJMQ? Est-ce que tu peux la comparer comme avec d'autres choses, avec un autre, mettons, avec ton passage comme au Rouge et Or? Quelle couleur tu donnerais comme à cette culture-là? Ben, les 2 équipes étaient rouges, donc ça serait facile pour moi de dire qu'on va rester dans le rouge, mais le Drakkar se base beaucoup sur des valeurs de la même chose que les gens de la Côte-Nord. Okay. C'est beaucoup des valeurs de fierté. C'est des gens qui aiment les travailleurs acharnés, qui aiment des personnes qui se présentent à tous les matchs, qui donnent un bon show, de l'intensité. Donc, à l'époque, 2014, le capitaine du club, c'était Félix Girard, qui a roulé un petit peu sa bosse dans la Ligue américaine. Maintenant, il est en Suède. C'était le prototype parfait de ce que les gens de Bécomo et de la Côte-Nord aimaient. C'est un travailleur acharné. Il a gagné 2 ans de fil le trophée Guy Carbonneau, qui est le meilleur attaquant défensif à travers la Ligue junior majeure du Québec. Donc, ça donne une idée. Là, les gens sont fiers de leur club, puis ils aiment ça, des gars travaillants, qui ont de la hargne, puis un petit peu quand de la brosse camarade. Là, ça, c'est tout le temps fun, ça? Ouais, écoute, on dira pas non. On dira pas non. Pourquoi pas? OK, ben ça me lance la question, là, la bataille au hockey junior, est-ce que c'est quelque chose qui doit rester? Ben, c'est parce que ça a tellement évolué là-dessus qu'aujourd'hui, je sens qu'on essaie beaucoup de se coller sur des modèles un peu style américain ou ce qui se passe un peu outre-mer. Ça n'enlève rien au jeu. Pour avoir été voir quelques parties juniors cette année, là, la Ligue junior majeure du Québec continue à avoir un haut calibre de jeu. Les joueurs ont des skills pour avoir vu jouer Joshua Roy. C'est extrêmement rapide. Puis pour avoir parlé avec des collègues à travers toute la Ligue canadienne de hockey, la Ligue junior majeure du Québec est connue comme étant une ligue où les joueurs sont rapides et très skills. Donc, ils ont beaucoup d'habilités. Donc, pour ça, il offre quand même un très, très beau spectacle. Donc, même s'il y a moins de bagarres, moi, je pense que, je n'ai vu encore de la brosse camarade en avant du filet, puis j'ai encore vu des très belles mises en échec. Donc, ça enlève pas grand-chose là-dessus. OK, fait que si on l'enlève, ça serait pas un problème selon toi? Enlever, c'est
enlever, mais si on parle à quelqu'un qui connaît l'histoire du hockey, la première partie de hockey, c'est terminé par une bagarre. Donc, de dire qu'on interdit les bagarres, je pense pas que ça va pouvoir se faire. Maintenant, de la légiférer différemment, je pense qu'on en est rendu là, puis le hockey évolue, mais c'est sûr qu'il ne faut pas dénaturer le produit. C'est clair. OK. Moi, ce qui me fait peur un peu, c'est quand tu arrives dans LNH, après ça, si tu t'es jamais battu, tu t'attrapes ton air. Je suis d'accord avec toi, mais on va prendre quelqu'un qui joue, par exemple, puis on pourra donner quelques exemples tout à l'heure, mais quelqu'un qui joue NCAA, un combat, puis ton match est fini. Même chose en Europe. Donc maintenant, quelqu'un qui aime le jeu robuste, mais tu as tout à fait raison de dire par contre que au niveau Ligue américaine puis LNH, je pense pas qu'on en est rendu là, pardon, à enlever les bagarres parce que justement, ça fait vendre. Il y a des États américains, justement, où il y a du gros hockey, que lorsque ça brasse, ça se bosse, c'est ce qui fait remplir les arénas. Philadelphie, entre autres. Là. Non, exact. Ouais. Donc, je pense pas non plus que les bagarres vont finir par partir de la LHGMQ. Je pense que ça fait partie de l'ADN du hockey. Puis ça, je pense que PO, tu l'as bien dit. Mais ce qu'on sait maintenant par rapport aux commotions cérébrales, puis à quel point ça peut affecter comme la vie d'un athlète, qu'il y ait moins de bagarres comme à ce moment-là de la vie de ces athlètes-là, je pense pas que c'est nécessairement comme une mauvaise chose. De l'enlever, OK, peut-être que c'est peut-être un peu trop, mais de réduire, pourquoi pas? Tu sais, il y a ça, puis la science du sport, là, c'est tellement rendu évolué. Je prends juste l'exemple que la majorité des arénas dans la Ligue majeure du Québec vont être rendues à avoir des bandes du même style que dans la Ligue nationale. Si vous avez vu les bandes au Colisée de Trois-Rivières, c'est la même chose que les bandes du Centre Vidéotron à Québec. C'est des bandes là, où un plaqué, là, tu vois la bande vraiment faire un wave pour empêcher justement les commotions cérébrales. Donc, il y a beaucoup de travail de fait dans ce sens-là. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, il ne faut pas dénaturer le sport. Il faut laisser jouer les gars aussi. Et les femmes aussi. Ouais. All right. Écoute, on va rentrer dans notre vif du sujet. Aujourd'hui, moi, dans le fond, ce que je t'avais lancé comme défi, c'est pas vraiment un défi. Là, tu vas nous éduquer plus qu'autre chose. Donc, je t'avais demandé de nous dresser une liste du top 10 des espoirs chez Canadiens de Montréal, ce qui inclut non seulement la LHGMQ, mais aussi toute la Ligue canadienne, Europe et États-Unis. Là, moi, j'ai la liste de Stéphane Leroux, mais c'est pas dans le but de te confronter parce que j'ai pas écouté le podcast de Stéphane Leroux. J'ai pas vraiment d'argument. C'est juste pour comparer, mais c'est tout. Mm-hmm. Est-ce que tu te sens prête de te lancer? On commencerait par le bas et non par le haut. Donc, on commencerait par le numéro 10, puis après ça, on monterait. Ben, pas de problème. Puis, tu sais, je tiens à dire que Stéphane Leroux est une légende. Puis, même moi, pour avoir travaillé avec à travers le temps, là, lorsque dans mes anciennes amours, c'est quelqu'un que je respecte énormément, mais on a le droit de ne pas avoir la même opinion. Hein, fait que, 100%. 100%. Puis, d'ailleurs, lui, sa liste, c'est avant la date limite des transactions. Fait que même chose pour moi. Même chose aussi, c'est avant la date limite. Ouais. Dans ce cas-là, est-ce que tu voudrais nous parler vite de Byron qu'on a acquis à la date limite? Yes, ben je me suis gardé un petit bummer de vous parler des 3 nouvelles acquisitions. Okay. En fait, on va commencer par les 2 attaquants. On parle pour Emil Heinemann, qui est suédois. En fait, lui, c'est un peu plus le ténébreux des 3 on l'a acquis dans la fameuse échange de Tyler Toffoli. Ça fait plusieurs clubs qui fait. Nécessairement, les gens, placez-vous pas des grosses attentes. Par contre, il joue en Suède avec les hommes depuis déjà 2 ans. C'est un joueur qui possède un très bon tir. Bon, bien sûr, j'ai lu plusieurs articles. Il n'y a pas grand vidéo sur lui. Faites l'équipe des moins de 20 ans pour la Suède. Selon son entraîneur, ce qu'on a pu lire dans les reports, pour être un joueur avec le bon style nord-américain. Par contre, il ne sera pas prêt tout de suite. Pour le Canadien, ça risque d'être un projet peut-être un peu plus à moyen terme. Là, donc, passage par Laval pour un développement un peu plus tardif. Fait que si, mettons, lui, tu l'avais fait, là, ta liste après la date limite, il ne serait pas dans ton top 10, je comprends bien, vu qu'il est plus loin. Non, malheureusement pas pour l'instant, parce que je crois que c'est un gars
un peu comme avec Mathias Norlinder, on devrait laisser en Europe encore peut-être 1 an facile. OK. Ensuite de ça, on avait qui? Obtenu des Panthers de la Floride dans la fameuse échange Ben Sherratt, Ty Simlanik, un grand centre. À Montréal, on aime ça. Là, on cherche le fameux grand centre qui va venir révolutionner tout ça. Lui, honnêtement, c'est encore une fois, je ne veux pas décevoir les partisans, mais c'est quelqu'un un peu plus classé Espoir B. Bon, des très bons reviews. Je joue présentement dans la NCAA avec l'université Quinnipiac. Il faisait partie de l'équipe américaine qui s'était présentée pour les World Juniors en décembre dernier. Par contre, dans son sac à outils, on parle qu'il a un excellent tir. Est-ce que c'est ce qu'il va faire qui va percer l'alignement? Je pense pas, parce que, on regarde le top 6 à Montréal, là, je pense qu'on a un gars qui s'appelle Cole Caulfield qui a un tir dévastateur, fait qu'on n'aura pas tant besoin que ça. Mais dépendamment si Ty décide de jouer peut-être un rôle plus défensif, pourrait faire une percée, mais j'ai l'impression qu'il risque de faire sa petite routine dans la Ligue américaine. OK. Fait qu'encore là, on n'est pas dans le top 10. Là. Non. Sinon, là, on arrive à celui qui devrait être le plus haut théoriquement. La pièce maîtresse, écoute, honnêtement, c'est ce qui m'a plus surpris. Pour l'avoir vu jouer lorsqu'il était junior, Justin Barron, qui jouait pour donc l'ancien espoir de l'Avalanche du Colorado, obtenu dans l'échange Arthurie-Lekonen. Grand défenseur droitier, chose qu'on était en manque à Montréal, nécessairement. Obtenu très bel échange de la part de Kent Hughes. C'est un défenseur qui va nécessairement devenir... On le compare déjà à Marc-Antoine Vlasic, l'ancien défenseur des Remparts de Québec, maintenant avec les Sharks de San Jose. S'il se développe comme Vlasic, honnêtement, c'est tout qu'un vol. On va se le dire. C'est tout qu'un vol. Mais, tu sais, pour citer Feu Marc Bergevin, pour recevoir, il faut que tu donnes. Donc, dans le cas de Joe Sakic, on a peut-être su donner. Et il y avait un beau problème à la défense de l'Avalanche parce que quand on regarde présentement qu'est-ce qu'il y a dans leur top 6, en bon québécois, sont bien grillés. Oh, ouais, tout à fait. Est-ce que tu l'établis comme étant un gars qui pourrait potentiellement être top 4? Facilement. Je pense que c'est un gars, là, présentement, 2 matchs de jouer avec le Canadien de Montréal, a obtenu son premier point lors du dernier match. Honnêtement, je pense que présentement, on est vraiment plus en évaluation du côté du Canadien parce qu'il n'y a pas d'impact. Vu qu'il a déjà joué dans la Ligue américaine cette année, il peut être retourné avec le Rocket de Laval. Il va aller avec le Rocket s'il fait une série, je suis certain, mais on est en train d'évaluer, de voir qu'est-ce qu'on est capable de tirer et qu'est-ce qu'on a amélioré chez Justin Barron. Mais honnêtement, là, lui est mon prochain défenseur que je vais nommer pour le top 10. La défense du Canadien va être très, très belle au cours des prochaines années. C'est ce que je pense. Coach, as-tu des questions avant qu'on passe à autre chose? Plus une affirmation. Byron, au championnat du monde junior, si je ne me trompe pas, jouait avec Caden Goulet. Je trouve que c'est intéressant qu'on puisse peut-être éventuellement comme réunir la paire comme dans l'organisation des Canadiens. C'est sûr que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Un défenseur, ça prend du temps à développer. Et puis, on va les voir cet été, parce que le championnat du monde reprend cet été. Ah oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Et sans vouloir, je pense que tu m'as scoopé un peu, coach. Caden Goulet, à mon avis, défenseur, il va être sur mon top 10. Là. Je ne mentirais pas. Tu peux te remplir le numéro uno. C'est, à mon avis, le prochain espoir du Canadien de Montréal. Moi, je l'adore. J'ai peut-être un parti pris, mais pour l'avoir vu jouer, c'est le joueur qui est le plus près de la Ligue nationale dans les banques d'espoir du Canadien de Montréal. C'est tout qu'un espoir. On parle pas tout de suite de ton top 3, OK? Non. Je suis capable de dire un mot rapide. Là, aujourd'hui, on a signé Lucas Condotta. Moi, je le connais zéro puis une barre. Est-ce que tu le connais un peu? En fait, c'est un joueur qui jouait du côté de la NCAA. Honnêtement, c'est pour venir donner un coup de main du côté du Rocket de Laval et pour les Lions de Trois-Rivières d'ici la fin de la saison pour les 2 clubs. Je pense qu'il va faire quelques matchs avec le Rocket. Si ça va bien, on va le garder. Sinon, il va être réacheminé vers le club
de Trois-Rivières, mais je pense pas qu'on fondait pas de grands espoirs en lui. Non, ben là, ouais, je comprends. Là. Dans le fond, c'est un joueur plus de mineur, finalement. Là. Exact, c'était plus de location. OK. Donc là, on va y aller avec ton top 10. Moi, du côté de Stéphane Leroux, je n'ai pas le 10e, c'est con à dire, mais screenshot que j'ai fait, il n'y avait pas de numéro 10. Fait que je ne sais pas, tu peux y aller avec ton numéro 10 à toi. Excellent. Ben, mon numéro 10, écoute, je commence à l'attaque. Ce n'est pas quelque chose contre la personne parce que je l'ai vu jouer junior, mais Xavier Simoneau, qui joue présentement pour les Highlanders de Charlottetown. Petit joueur, petit attaquant, joueur de centre. Honnêtement, tout le temps été capable de produire dans tous les niveaux. Là, je regardais ses statistiques. Là, depuis le Bantam 3, tout le temps obtenu des forts scores. Présentement, Xavier est en train de se remettre une blessure, donc ce qui fait qu'on ne voit pas que ses stats augmentent. Là. Paniquez pas si vous allez voir sa fiche HockeyDB ou quelque chose du genre. Mais c'est un joueur d'énergie tellement rapide. Il frappe. Honnêtement, c'est quelqu'un qui... tu rajoutes là, un 6 pieds, là, il deviendrait très dangereux. Malheureusement, je pense, de par sa taille, malgré que, bon, dans la nouvelle Ligue nationale, ça peut varier, mais je ne pense pas qu'il va percer sur un top 9 à Montréal. Il pourrait jouer peut-être 4e trio. C'est sûr qu'il va savoir tirer son épingle du jeu dans la Ligue américaine. Là-dessus, je ne suis même pas stressé. Il a tout le temps connu des belles saisons offensives, puis ça va être un joueur clé pour le Rocket de Laval dans les prochaines années, ça, j'en suis certain. Juste pour ajouter sur ce que tu dis, Xavier Simoneau, dans ses 3 dernières saisons, c'est 1,46 points par match, 1,37 points par match et 1,77 points par match. En ce moment, il y a 62 points en 35 matchs disputés. Donc, une petite machine offensive à venir, peut-être un jour avec l'Organisation des Canadiens, qui sait. Puis il y a quel âge? Ben, Xavier, présentement, 20 ans. Donc, choix de 6e ronde en 2021. J'ai l'impression que dès l'an prochain, il va s'aligner avec le Rocket de Laval. On va lui donner sa chance de pouvoir se faire valoir du côté du Rocket. Puis est-ce que tu penses, là, vite, Kent Hughes a parlé que lui, il regardait beaucoup la LHJMQ quand il était agent. Est-ce que tu penses que là, on va avoir un œil plus approfondi sur la LHJMQ? Ben, je le souhaite, honnêtement. Présentement, du côté de Kent Hughes, c'est sûr qu'il était basé dans le coin de Boston. Donc, en tant qu'agent, c'est plus facile de regarder un peu le nord-est, les maritimes. J'ai hâte de voir, honnêtement. Depuis son embauche du Canadien, il passe de la parole aux actes. Donc, je pense qu'on doit donner la chance là-dessus. Mais c'est clair qu'au courant des dernières années, on a peut-être échappé quelques espoirs. Mais dans mon top 10, vous allez voir, là, il y en a une carte cachée là, qui devrait s'en venir dans quelques années. Oh! OK. On y va avec le numéro 9? Numéro 9, un Américain, un autre attaquant, le Luke Touch, qui est en fait le frère d'Alex Tuch qui joue pour les Sabres de Buffalo. Luke, en fait, cherchait pas à avoir beaucoup de points. C'est pas nécessairement le gars qui va en mettre beaucoup dedans, mais je dirais que c'est de mon top 10, là, c'est un peu le couteau suisse de la gang. Il est capable de un peu tout faire. Il n'y a pas lorsqu'on regarde sa fiche sur tous les sites, c'est pas quelqu'un qui ressort, mais nécessairement, Luke a tout le temps su tirer son épingle du jeu. Tout le monde a des bons mots sur lui. C'est sûr que là, présentement, ce qui est un peu plate, c'est qu'il joue dans l'ombre de son frère. Mais honnêtement, je pense que le Canadien de Montréal pourrait tirer leur épingle du jeu. Et surtout, bon, je ne veux pas créer d'émoi, là. Lancez-moi pas des tomates, mais nécessairement, lorsque Joel Armia sera prêt à quitter, peut-être plus tôt que tard, un Luke Tuch pourrait peut-être... Est-ce qu'il est dérangeant comme son frère? Ou? Je pense que dans un rôle plus défensif, dérangeant comme son frère, il n'a pas peur de se mettre le nez dans le trafic. Ça, je vais dire ça comme ça. Mais j'aime pas faire des comparaisons entre Alex et Luke, puisque c'est pas le même style de joueur. Est-ce que tu le comparais à un Raphaël Harvey-Pinard, qu'on a déjà comme avec le Rocket, qui est comme un peu couteau suisse?
Oui, ça pourrait être un bon exemple, sauf que Raphaël, je pense qu'il est capable de jouer au centre aussi. Oui, donc, c'est ce qui va faire que Raphaël va tirer son épingle du jeu à long terme parce que lui, oui, capable de jouer au centre à l'aile n'importe où, tandis que Luke, c'est plus un gros allié que pour arriver avec des bonnes missions défensives, un peu comme ce que Joel Armia a fait. Il nous a montré en série l'an passé qu'il a mérité un contrat à Montréal. Puis est-ce qu'on sait que la mentalité veut être bon patineur? Est-ce que c'est un bon patineur pareil? Oui, de ce côté-là. C'est intéressant quand même. Je joue du côté présentement avec l'Université de Boston là, dans la NCAA. Donc, a fait partie là, de cette année de l'édition là-bas. Il a été blessé. C'est ce qui a fait aussi qu'il n'a pas permis d'avoir énormément de grosses statistiques, mais de ce qu'on lit, les recruteurs l'aimaient beaucoup à l'époque parce que justement, de par sa polyvalence, il peut jouer n'importe où. Okay. Donc, on peut faire up and down avec lui, puis il va être capable de tirer son épingle du jeu. C'est cool, c'est cool. Est-ce qu'on y va avec le numéro 8? Yes, numéro 8, et je vais sortir mon premier défenseur de la liste, honnêtement. Et ce n'est vraiment pas parce qu'il est mauvais, mais tout simplement parce qu'il fallait que j'en sorte un. Mais on a entendu parler de lui au courant des derniers jours. Il était à Montréal pour voir un certain Justin Bieber. Donc, Jaden Struble. Donc, défenseur américain, là, originaire de Boston, jouait avec l'université Northwestern. Honnêtement, ce que je trouve plate, c'est qu'on va finir par avoir de la congestion à Montréal du côté de la défense, mais celui-là, c'est tout qu'un joueur défensif, un défenseur physique, une force de la nature qui, justement, là, pourrait être le... J'ai pas de comparatif exact présentement qui me vient à l'esprit, mais peut-être un Alexis Yemlin très efficace défensivement. Par contre, ce qui arrive, c'est qu'il est gaucher. Donc, à Montréal, le problème, c'est qu'il va avoir... on va avoir le problème de gaucher, là. Donc, ça dépend. Si j'avais à faire une prédiction, si nécessairement, du côté de l'état-major du Canadien, on voulait peut-être échanger des pièces pour monter au classement, Jaden Struble pourrait passer par là. Présentement, il n'est pas encore signé avec le Canadien. Il veut, de son côté, jouer une 4e année du côté de la NCAA. Ce qui est à surveiller, c'est de savoir si, justement, là, les Canadiens de Montréal vont le signer prochainement. Parce que la machine à rumeurs du côté de Montréal s'est fait aller dans la dernière semaine puisqu'il était à Montréal pour voir un show, mais je pense qu'il va s'aligner encore du côté de l'Université de Northwestern pour encore au moins un an. On verra ensuite. Comme il est originaire de Boston, ben, il y a tout le temps aussi la bonne vieille rumeur de quoi il voudrait s'aligner avec les Bruins, mais je pense que le fait que son ami Jordan Harris vienne de signer avec Montréal va aider pour beaucoup. Est-ce qu'ils jouaient en paire ensemble, les deux? Pas nécessairement. Ça dépendait des matchs. Nécessairement, Jordan Harris est un autre style de défenseur plus polyvalent, je dirais. Mais Jaden Struble, c'est le défenseur physique par excellence qui pourrait vraiment venir un peu brouiller les cartes au courant des prochaines années. Avec un Romanov qui donne déjà pas mal de coups d'épaule, ça serait pas pire sur... Ouais, ça serait tannant. Là. Ça serait vraiment tannant. Ouais. C'est plate, mais un Jaden Struble qui aurait peut-être 2 ans de plus, présentement, fitterait parfaitement et on pourrait tasser. Là. Puis là, c'est rien contre ces deux défenseurs-là, mais contre Clagg et Langenson pourrait se faire tasser par Struble parce que, justement, dans un poste de 7e ou 8e défenseur, fitterait parfaitement malgré son jeune âge. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup les défenseurs qui plaquent et ont de bonnes mises en échec et jouent des gros jeux défensifs. Donc, c'est à suivre. C'est à suivre du côté de Montréal. Toujours un bon patineur? Oui, de son côté, je te dirais que c'est peut-être la chose qui va rester améliorée. Par contre, c'est pas quelque chose qui est inquiétant non plus à long terme. OK. On y va avec le numéro 7? Numéro 7, mon seul gardien de but du top 10. En fait, c'est le talon d'Achille du Canadien de Montréal. Ouais. Il manque vraiment d'aide à la défense. C'est Jakub Dobes qui joue du côté d'Ohio State dans la NCAA. C'est un très grand gardien de but, 6 pieds 4. Honnêtement,
c'est un choix lointain de 5e ronde cette année, mais les gens ont pu remarquer, c'est un gardien de but qui a tout le temps excellé. Il a joué dans la USHL l'an dernier. Cette année, il joue dans l'NCAA. Il a été nominé justement comme étant le meilleur gardien de but de sa division. C'est à surveiller. Quand même des bonnes statistiques. J'ai sorti ça, une moyenne de but alloué de 2,26, pourcentage d'arrêt de 934, fiche de 21 victoires, 12 défaites. Donc, il est vraiment surprenamment intéressant à suivre. Maintenant, est-ce que c'est le gardien de but qui va venir changer les cartes, qui va prendre la relève de Carey Price? Je ne crois pas. C'est tout le temps la chose à Montréal au courant des prochaines années, c'est qui est le gardien qui prendra la relève de Carey. Mais Yacoub devra passer, à mon avis, par le Rocket de Laval pour son développement. Présentement, du côté de la NCAA, donc c'est pas vraiment un stress, mais reste-t-il que c'est un prospect très, très intéressant à suivre qui pourrait se développer au courant des prochaines années. Puis est-ce que toi, tu penses que ça pourrait être un challenge avec Caden Primo? Ah, totalement. Tout comme lorsque Caden Primo est arrivé avec le Rocket de Laval, et feu Michael McNiven avait un petit challenge. Mais à ce moment-là, c'est deux gardiens format géant qui vont s'aligner, qui pourraient, je vais parler peut-être au futur, qui pourraient s'aligner du côté du Rocket. Et du côté de Primo, nécessairement, il n'aura pas le choix de démontrer des grandes choses au cours des prochaines années. Là. C'est sûr que cette année, il n'a pas eu facile. Je pense que pour son développement, son passage à Montréal n'était pas très, très utile. Mais bon, maintenant, il va finir la saison avec le Rocket de Laval, va avoir plus de minutes. Ça va être meilleur pour son développement et son stage à ce stade-ci. Ce qui est rassurant pour Primo, c'est qu'à Laval, il fait bien. En 27 parties, il joue pour une .914. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Puis, tu sais, d'avoir un challenger qui est capable de te pousser, puis qui est capable d'aller chercher aussi des grandes minutes dans le grand club, c'est pas mauvais. Ça va peut-être aider ces gars-là comme à s'améliorer, puis ça va peut-être aider Primo comme à élever son jeu. Fait que, et qui sait, peut-être un des autres gardiens de but à Laval, deux jeunes qui vont pousser, là, nécessairement. Présentement, ce que je trouve très intéressant du côté de Laval, c'est qu'on a sacrifié McNiven pour faire de Primo peut-être notre numéro 1, mais on a un Kevin Poulin qui est arrivé de l'Europe, qui tire son épingle du jeu depuis le début de la saison. Donc, c'est un très bon vétéran. Je pense que Caden Primo peut s'inspirer de lui. Puis nécessairement, comme il a vu beaucoup de hockey à Montréal, ben, ça te permet de le reposer à des moments stratégiques pour l'équipe de Jean-François Houle, parce que ceux qui suivent ça un peu plus de près, là, le Rocket de Laval ont des chances de participer aux séries cette année. Oui, puis Caden Primo a été solide dans ses 2 dernières sorties aussi. Puis tout un arrêt de Kevin Poulin à son dernier match. Moi, j'ai une question concernant Dobbs. Est-ce que tu l'as mis là parce que tu voulais absolument avoir un gardien dans ton top 10 ou vraiment tu le vois à cette position-là? Honnêtement, je voulais absolument un gardien dans mon top 10 parce que je veux démontrer aussi une chose par ce top 10-là, c'est que le Canadien de Montréal a très peu de relève dans les buts. Et c'est quelque chose qui, nécessairement, je crois, pourrait être réglé facilement. Mais lorsqu'on regarde là, un peu là, dans toute la liste de prospects du Canadien de Montréal, c'est le maillon faible de tout ça. Puis est-ce que tu verrais, toi, à long terme, Montembeault qui pourrait s'initier là-dedans? Sam Montembeault, honnêtement, a rendu de fiers services pour le Canadien de Montréal cette année, on va se le dire. Là. Blessure à Carey Price, blessure à Jake Allen, récupéré en début d'année au ballottage, a fait face à la musique. Je pense que c'est le genre de gars qui mériterait d'avoir sa place, au moins pour seconder Carey Price pour la prochaine année et demie. Jusqu'à temps qu'on décide peut-être là, de donner une chance comme à Caden Primo de vraiment s'installer dans la Ligue nationale. Maintenant, qu'est-ce qui est pensé du côté de l'état-major du Canadien de Montréal? Je ne sais pas parce qu'on parle de Price, mais entre Price et Montembeault, il y a aussi un gars qui s'appelle Jake Allen. Ouais, tout à fait. Là. Tout à fait. Fait que là, est-ce que toi, tu as d'autres gardiens de but ou c'est fini, là, les gardiens de but dans le top 10, right? C'est fini les gardiens de but pour mon top 10. Fait que là, on est loqué à cette position-là. Il nous reste des attaquants et des défenseurs. C'est ça, exactement. All right. On y va avec le numéro 6? Ah, vas-y. Oui, exact. On y va avec le numéro 6 déjà. De mon côté,
un autre centre. Maintenant, il joue du côté de la OHL. C'est le seul espoir répertorié du côté du Canadien de Montréal qui, à mon avis, joue à l'attaque au centre, qui me restait sur mon top 10. Yann Misak, qui, honnêtement, m'a surpris. C'était un joueur méconnu, un joueur tchèque qui nécessairement a joué quelques parties à Laval l'an passé, 2 buts en 22 parties. Maintenant, retourné dans la OHL cette année, tout feu, tout flamme. Lorsque j'avais préparé ma chronique pour vous, messieurs, en 46 parties, 27 buts, 24 passes, gros centre qui, nécessairement, à moyen long terme, pourrait monter dans la Ligue nationale, jouer sur le top 6. C'est très impressionnant. Il joue à toutes les sauces du côté. Là. Il joue avec Hamilton du côté de la Ligue de l'Ontario. C'est un joueur qui peut être électrisant, mais c'est un joueur aussi qui est très responsable défensif. Moi, j'ai une petite question rapide, là, corrige-moi si je me trompe, mais ça se peut-tu qu'il était capitaine de l'équipe Tchéquie Junior? Oui, effectivement, c'était lui. Hey, on a du leadership qui s'en vient, j'aime ça. Yeah, ah oui. Ouais, puis peut-être la relève de notre ami au col roulé, Tomasz Plekanec. Ah, il est dans le même style de joueur en termes de style de jeu? Non, du tout. C'est juste que c'est quelqu'un qui vient du même coin. On va y acheter un col roulé. Oui, exact. Peut-être. Mais honnêtement, lorsque je le regardais jouer, j'ai beaucoup lu sur lui. Je crois que c'est un gars qui pourrait nécessairement être un centre de deuxième et troisième trio à moyen et long terme parce que je crois, en tout cas, je n'ai pas la science infuse, mais je crois que Mitsuki Suzuki va obtenir le poste de centre numéro 1 à vitam aeternam chez le Canadien de Montréal. OK. Ben écoute, si je me fie à Stéphane Leroux, vous l'aviez mis exactement à la même place. Fait que je pense qu'on a des bons espoirs de manière générale pour ce qui est de lui. Pour ce qui est du reste, par contre, jusqu'à date, il y en a que tu n'as pas encore passé. On va prendre le numéro 5 avant, puis après ça, on va regarder. Bon, là, je tombe vraiment dans le top 5. Écoute, j'y vais. Ce n'est pas un désaveu, mais c'est mon dernier joueur à l'attaque sur ma liste. Sean Farrell, attaquant américain. C'est un peu l'espoir à surveiller qui a en fait, c'est pas le dernier attaquant, je suis désolé, j'ai un autre couteau suisse à nommer. Je me sentais mal, là, je voyais. Non, exact. J'ai fait une petite faute, là, inquiétez-vous pas. Ok, c'est bon. Sean Farrell, le joueur américain, honnêtement, a surpris la planète hockey lors de sa présentation aux Olympiques. C'est un petit attaquant, honnêtement, qui s'aligne du côté de l'Université de Harvard présentement. Il est très surprenant, Sean, mais il y a un talent offensif qui déborde. Il rappelle, c'est pas un Cole Caulfield, je vous l'avertis tout de suite. Attendez-vous pas qu'il va arriver, il gagne le Honey Baker, se présente à Montréal, puis se met à tout défoncer. Par contre, plusieurs le définissent comme étant un playmaker. Okay. C'est ça qui devient très intéressant à ce moment-ci à Montréal, parce que si on est capable de développer un joueur de ce trempe-là qui est capable de jouer à l'aile et qui peut venir évoluer sur les deux premiers trios, c'est là qu'on commence à avoir du côté des entraîneurs du Canadien de Montréal un beau set de cartes pour lorsqu'on arrive à jouer. On peut alterner, on peut faire ce qu'on veut. Et là, présentement, du côté du Canadien, la reconstruction pourrait être très intéressante si on a un Sean Farrell qui est prêt d'ici 2 à 3 ans. Sean Farrell, en ce moment, c'est 28 points en 24 matchs en NCAA, mais je pense que l'année passée, en USHL, il y avait plus de 100 points, si je ne me trompe pas. C'est quand même une machine à points. Oui, exact. Là, même du côté là, des Olympiques, là, en 4 parties, 3 buts, 3 passes, c'est quelqu'un qui a un flair offensif hors norme. Maintenant, c'est sûr que lorsqu'il va arriver dans la Ligue nationale, il va avoir des responsabilités défensives à avoir. Mais, ça, c'est le genre de choses en jouant le tournoi olympique, jouer avec des hommes, il a démontré qu'il était capable de le faire. Est-ce que justement son avenir, là, je suis certain je pense qu'il est encore commis avec Harvard pour au moins une année. C'est à voir qu'est-ce qu'il va faire par la suite. Mais ça pourrait être très intéressant de suivre son développement. Puis surtout de voir là, qu'est-ce que le Canadien de Montréal va décider de faire avec lui.
Fait qu'on on l'avait quand même numéro 7 du côté de Stéphane Leroux. Fait que je pense que tu as raison de dire que c'est un attaquant qui est un attaquant prometteur. On y va maintenant avec le numéro 4. Numéro 4, et lui, c'est pas parce que nécessairement j'aime pas son talent, mais présentement, on n'a pas eu le temps d'étudier assez le genre de joueur qui va être Logan Mailloux. L'enfant terrible de mon top 10. Ce qui est désolant, c'est que, bon, on connaît tous la situation qui est arrivée pour lui. A présentement terminé sa suspension en début 2022, s'aligne avec les Knights de London du côté de la OHL. Du côté de Logan, maintenant blessé, sa saison semble terminée. Défenseur droitier, honnêtement, il me semble c'est le genre de défenseur qui a l'air d'avoir du talent qui sort par les oreilles. C'est un gros défenseur qui droitier lui aussi, tout comme Justin Barron. Donc, du côté du Canadien de Montréal, encore là, c'est quelque chose qu'on avait besoin. C'est quelque chose à l'époque, lorsque Marc Bergevin était allé le repêcher, on était capable de faire miroiter ce genre de choses-là. Lorsque on regarde ses statistiques, lorsque j'ai pris ses dernières statistiques, en 12 parties, 3 buts, 6 aides, 9 points pour un défenseur. Donc, quand même surprenant. Pourquoi je l'ai ciblé à ce niveau-là? C'est que justement, j'ai faim encore de voir qu'est-ce qu'il est capable de faire Logan Mailloux, et je pense que ça va passer. Bon, Ken Hughes a dit nécessairement que ça pourrait passer par les professionnels, mais à mon avis, tant qu'à ça, joue un autre année junior, défonce tout, bat des records, ça me dérange pas, mais j'ai encore quelque chose à me mettre sous la dent dans son cas. OK. Puis là, coach, j'aimerais t'entendre vite. Toi, d'après toi, est-ce qu'on va réussir à passer à autre chose avec lui? Je pense que les gens les gens finissent par oublier. Je pense que la mémoire collective, c'est à peu près comme 7 mois, puis après ça, on passe à d'autres choses. Si on n'en reparle pas. Puis Mailloux, comme a été comme assez longtemps comme loin des projecteurs, il va revenir. L'organisation du Canadien va l'assister comme dans ce retour-là. Ils vont bien faire les choses. Puis le petit gars va performer. Puis un partisan de hockey, ça l'aime du bon hockey à la fin de la journée. Le hockey, c'est une business. Puis si le Canadien peut être une meilleure business avec Logan Mailloux, ben le Canadien va être une meilleure business avec Logan Mailloux, peu importe la réaction de Twitter ou la sphère du hockey comme en général. Ah, il sera assurément jamais le fan's favorite, par contre. Mais... Ouais, ça c'est sûr, mais tant si longtemps qu'on scande son nom quand il embarque sa glace à chaque début d'année, je pense qu'il va être content. Oui, puis je pense que du côté du Canadien de Montréal, on a pris les choses entre les mains. Présentement, je l'ai dit tout à l'heure, il est blessé, mais son processus continue. Là, on a annoncé du côté du Canadien qu'il suit des thérapies, justement, suite à des gestes qu'il a commis. Je pense que le jeune veut se repentir, puis justement, veut changer la donne. On l'a dit tantôt, je pense pas que ça va être le gars le plus qu'on va mettre en the spot. On va peut-être faire très attention du côté des relations publiques du Canadien de Montréal, ce qui est normal. Mais de mon côté, continue à développer Logan, tu as un bel avenir, mais on va attendre un petit peu dans ton cas. Parfait. Et là, on y va avec le tant attendu, le top 3. Le top 3, écoute, je commence mon top 3 et j'y vais avec nouvellement signé avec le Canadien de Montréal. Non, ce n'est pas un défenseur, c'est un attaquant. C'est Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke. Écoute, probablement le vol du dernier repêchage, si on se fie à ses statistiques présentement dans le junior majeur, Joshua Roy qui, si on retourne à là, 1 an, on ne pensait pas qu'elle allait éclore de cette manière-là. Pour la petite histoire, premier choix overall de son repêchage, il avait été repêché par les Sea Dogs de Saint John. Nécessairement, a peut-être pas été placé aux bons endroits lorsqu'il jouait pour les Sea Dogs. Été échangé l'an passé dans un échange, je peux même pas appeler ça un gros échange, c'est un échange miraculeux. Il y a eu plusieurs choix de première ronde de conclus. Lorsqu'il est arrivé du côté de Sherbrooke, remise en forme et je pense qu'on avait un petit problème d'attitude du côté de Joshua Roy, mais maintenant, là, cette année, il forme un trio à Sherbrooke là, pour l'avoir vu jouer avec Parent et Anctil, c'est dévastateur, tout qu'un joueur de hockey.
OK, puis tu le qualifies comment? C'est-tu plus un goal scorer, un playmaker, un power forward? Je dirais que Josua est un joueur qui est capable de trouver sa touche sans être un playmaker, sans être un franc-tireur. Je dirais un peu entre les deux. C'est un joueur qui nécessairement va devoir travailler fort pour faire sa place dans la Ligue nationale, mais avec tous les atouts qu'il a, toute la détermination qu'il a, je pense qu'il pourrait percer un top 9 du Canadien de Montréal à moyen terme. Oh, j'aime entendre ça. Coach, as-tu une question? Non, j'ai pas de question. Je suis Parfait. juste vraiment content d'entendre qu'on a ce talent brut-là qui s'en vient. Eh bien, c'est surtout le fait qu'on l'a choisi loin. Fait que ça veut dire que. C'est un choix de 5e ronde, 150e au total. En 2021, Joshua Roy. Là, ce qui a fait que chuter du côté de Joshua Roy, c'est justement ses 2 premières années du côté du junior majeur. Ouais. Honnêtement, son talent était là. Lorsqu'on regarde ses fiches, lorsqu'on regarde ses statistiques, et on remonte jusqu'à Bantam 3A, c'est un gars qui a tout le temps produit. C'était l'enfer. Maintenant, l'étiquette de premier choix overall dans la Ligue junior majeure du Québec, est-ce que ça peut lui avoir nuit? Peut-être, dans certains cas. Est-ce qu'il a été utilisé de la bonne manière du côté de Saint-Jean? Je ne crois pas. Maintenant, lorsqu'il est arrivé à Sherbrooke, c'est un changement d'identité pour lui. Lui-même, lorsqu'on peut lire quelques articles sur lui là, à travers le web, il l'a avoué lorsqu'il a eu sa première rencontre avec Stéphane Julien du Phoenix de Sherbrooke. C'était un game changer. S'est pris en main, perdu du poids, est en train de vraiment devenir un très bon athlète. Et j'y vais de peut-être une prétention que certains pourraient dire que je peux en travers mon chapeau, mais je crois qu'il pourrait jouer avec l'équipe Canada Junior cet été. Ouais. Oh! OK. Ça serait juste bon pour l'équipe Canada Junior. C'est quand tu as un gars qui fait 1,84 points par match sur ton club, c'est sûr que ça l'aide. Je pense que le style de joueur qu'on aime tous aimer, mais l'équipe Canada, c'est un peu comme le All-Star Game à tous les années. Tous les joueurs sur l'alignement sont capables de marquer des buts. Donc, c'est ça. C'est de savoir où il va se situer sur la liste. Hein. Ouais. Nice. Fait que là, on y va avec le numéro 2. Numéro 2, nouvellement signé lui aussi, mais honnêtement, je suis très content de le voir s'aligner avec le Canadien de Montréal. Jordan Harris, honnêtement, un défenseur polyvalent comme ça, qui possède un bon tir, très bon coup de patin, très intelligent sur la glace. Honnêtement, c'est une très belle signature de Kent Hughes. Aujourd'hui, il a fait une sortie dans les médias disant que, parce que plusieurs disaient que, bon, il voulait peut-être pas signer avec le Canadien en début d'année, puisque Bergevin, Témis, bon, tout le tralala, remis les pendules à l'heure, disant que le plan de match avait tout le temps été de signer avec le Canadien. Honnêtement, j'ai hâte de le voir jouer avec le Canadien de Montréal parce que il me semble être une pépite d'or qui va se surpasser, il va nous surprendre. Je l'ai dit tout à l'heure, comparé avec Marc-Édouard Vlasic, honnêtement, s'il devient comme ça, les boys, là, on va avoir un très, très bon joueur entre les mains. À quelle position est-ce que tu le ferais jouer à la défense avec Montréal? Sur quelle paire? Ben, présentement, c'est un jeune défenseur. J'aimerais le voir avec, de par son style, là, pour commencer, j'aimerais peut-être le voir avec David Savard. Okay. Parce que David Savard, c'est quelqu'un qui est très responsable défensivement. C'est un bon vétéran qui pourrait prendre un jeune sous son aile. Et lors de plusieurs camps d'entraînement, David Savard a tout le temps été jumelé avec les jeunes défenseurs, tout le temps très bien fait. C'est un bon vétéran, un bon leader qui pourrait venir l'aider puis un peu le renseigner sur la démarche à suivre. Donc, j'ai hâte de voir quels seront les pairings d'ailleurs là, pour les prochains matchs. Est-ce que tu le vois comme étant un défenseur peut-être un peu moins téméraire que Justin Barron au niveau offensif? Oui, tout à fait. C'est un joueur, c'est plus on appelle ça un two-way defenseman, un joueur défenseur qui va être capable de jouer un peu partout sur la glace, mais il est très intelligent, donc peut-être se mettra pas dans des risques élevés, mais qui va savoir dénicher au bon moment, le bon timing pour créer quelque chose. Puis là, ben, je tiens à préciser, on a un autre capitaine, parce qu'on avait déjà Misak, capitaine junior, mais sinon, on a lui aussi qui a été capitaine cette année. On a du leadership qui s'en vient, guys. Oui, ça va être un beau problème à Montréal tout à l'heure, mais honnêtement, ça m'inquiète pas. Ça prend une chance. C'est pas parce que tu as une lettre que tu peux pas parler dans une chambre de hockey.
Et puis sinon, ben là, on s'attend à un autre capitaine pour ce qui est de la première position, capitaine au niveau de son équipe junior, au niveau Canada peut-être. Capitaine au niveau de son niveau junior, capitaine au niveau de l'équipe Canada. Honnêtement, ce défenseur-là me fait rêver, messieurs. Et je fonde de gros espoirs en lui. Caden Goulet, le numéro 1, le meilleur espoir. Et honnêtement, pour moi, bon, plusieurs le comparent à Shea Weber. Prenons le temps d'analyser un peu la chose. Pourquoi on le compare à Shea Weber? C'est un défenseur extrêmement intelligent. Ne se met pas dans des situations dangereuses, a une arme offensive avec son lancer qui est quand même très intéressant. Maintenant, je pense pas qu'il va avoir le slap shot de chez Weber, messieurs. Là. Je suis pas vraiment en train de dire ça. Mais beaucoup de ressemblances. Au dernier camp d'entraînement du Canadien de Montréal, a très bien fait lorsqu'il était sous des exercices ou lors de quelques matchs hors saison. Mais du côté de l'état-major, cet automne, on l'a retourné junior justement pour qu'il prenne un peu de millage et puisse faire tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant dans le junior. Et honnêtement, je l'ai dit tout à l'heure lorsque je me suis moi-même scoopé, mais c'est le défenseur qui cogne à la porte. C'est l'espoir qui cogne à la porte du côté du Canadien de Montréal. L'an prochain, je ne serais pas surpris qu'il joue quotidiennement avec le Canadien. C'est un bon défenseur. Présentement, il joue avec les Hawkins d'Edmonton dans la Ligue de l'Ouest. C'est tout qu'un bijou. Et c'est un choix de première ronde, mais c'est un choix qui avait été choisi en milieu de première ronde à l'époque. Ouais. Et on ne s'attendait pas qu'il se développe ainsi pour le Canadien de Montréal. Puis une chose que moi je trouve qui est intéressante, parce que là, je ne veux pas faire le lien entre le style de joueur, mais tu sais, Cale Makar, quand il est arrivé dans la LNH, je me rappelle qu'on disait de lui qu'il était mature pour un jeune. Puis dans le cas de Caden Goulet, j'ai l'impression que lui aussi il est mature pour un jeune. Tout à fait, tout à fait. On entend parler de lui en disant que c'est pas quelqu'un qui se met dans le pétrin, c'est un bon coéquipier, c'est une bonne personne qui, un peu comme chez Weber, ne parlera pas pour rien dire. Donc, c'est triste à dire d'un certain sens, mais j'aurais aimé voir Capitaine Weber avec un Caden Goulet sous son aile à Montréal. Ah, ouais. Effectivement, parce que c'est un gars qui est assez stoïque aussi. C'est un gars qui. Tout à fait. C'est pas Coco Field, mettons. Non, c'est pas Coco Field. Faut pas s'attendre à des gros sourires, mais je pense que ses actions vont parler d'eux-mêmes, puis c'est ce qui va faire qu'il va être apprécié des partisans. Puis surtout, j'ai vu quelques séquences de lui dans la Ligue de l'Ouest. C'est des mises en échec percutantes, mais des belles mises en échec. Rien d'illégal. Puis c'est le genre de choses là, qui va. Ben, on le sait là, du côté de tous les fans du Canadien, tu fais un beau jeu défensif, la foule se lève pour t'acclamer, mais lorsqu'on va le voir frapper un joueur style Brad Marchand dans le coin, ben, je pense qu'on va aimer ça encore plus. Ah, ben là, mine de rien, on a quand même une couple de défenseurs qui sont capables de plaquer. Là, fait que je pense à l'avenir, on va avoir des défenseurs qui vont être respectés au niveau physique. Là. Fait que ça nous donne quand même un bel overview. Il y a des gars que tu n'as pas nommés, je ne sais pas trop pourquoi. Mathias Norlinder qui était assez haut selon le roux. Ben, Mathias Norlinder, honnêtement, rien contre lui. Mais dans un peu mon top 10 que je me suis fait, c'est des joueurs qui n'avaient pas nécessairement encore touché à la Ligue nationale. Et Norlinder était retourné. A touché à la Ligue nationale, pas fait le top 10, était à Laval, n'a pas voulu rester, pris une décision de s'en aller en Suède. Je crois que c'est pour son bien. Honnêtement, c'est un défenseur qui a beaucoup de potentiel. Par contre, si je me fie à mon top 10, à moi, n'aurait même pas été sur le top 5. Je crois que Harris, Barron, Goulet, c'est meilleur que lui à ce stade-ci. Si tu avais situé Barron dans ton top, mettons parmi ces espoirs-là, tu le mettrais où? Facile dans le top 4, honnêtement. OK. Honnêtement, j'ai de la misère à le situer dans mon top 3. Lui et Harris, c'est deux belles pièces, mais Goulet, à mon avis, est un joyau aussi. Là, donc, on peut voir, là, si vous comprenez un peu mon dessin, là, la défensive du Canadien de Montréal pour les prochaines années, là, Barron, Harris et Goulet, là,
Au palais. Là, si je me fie à ce que tu viens de me dire comme dernière information, j'ai 2 défenseurs gauchers, j'aurais Mayu Barron, donc 2 droitiers. Fait que ça ferait comme l'avenir gauche-droite. Avec Romanov à la Qui est gauche. déjà là, ouais, qui est déjà là. C'est pour ça que je parlais de Strubble aussi, qui pourrait être échangeable au courant des prochaines années. Norlinder aussi pourrait lever les feutres, honnêtement. Ça reste à voir du côté du Canadien, qu'est-ce qu'on fait. Je vois aussi dans le chat, on n'a pas parlé de Riley Kidney. Joueur que j'aime bien, mention honorable. Je pense qu'il n'y avait pas nécessairement le début de saison escompté. C'est repris en deuxième moitié de saison avec les Titans d'Acadie Batters. Faut dire qu'ils jouent avec un très bon noyau d'attaquants là-bas. Là. Il y a un certain Hendrix Lapierre, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ils ont des très bons joueurs du côté du Titan d'Acadie Batters, dont Riley Kidney qui est un choix de deuxième ronde du Canadien de Montréal l'an passé. Mais à mon humble avis, c'est peut-être pas sur mon top 10, mais mention honorable. Si jamais il y a du monde qui veut proposer des noms qui n'ont pas été mentionnés, go for it dans le chat, là, on va se faire plaisir. Moi, en tant que tel, je ne les connaîtrai pas, mais Pio ne va pas répondre. Toi, coach, as-tu des questions concernant son top 10 ou t'avais-tu un gars que tu voulais rajouter? Ou... Ben, j'avais une question par rapport comme au repêchage cet été. Puis parce que tu en parlais tantôt comme des besoins des Canadiens, puis que les Canadiens avaient des besoins criants comme au niveau comme des gardiens de but. C'est rare qu'une équipe va repêcher un gardien de but dans le top 10. Tu penses qu'ils vont repêcher quel genre de joueur en première ronde? Ce serait quoi que tu aimerais comme aller chercher? Ce qui est difficile présentement pour le Canadien de Montréal, c'est qu'un repêchage à Montréal. Ouais. On ne doit pas faire la même erreur qu'on a faite comme en 2009 et repêcher un Québécois. Pourquoi tu me rappelles ça? Gars, je parlais d'une plaie ouverte avec ma finale de 2014, celle aussi, c'est Louis Leblanc. Rien contre le gars. Rien contre le gars, mais c'est clairement pas le gars qu'on aurait dû repêcher. Maintenant, du côté du Canadien de Montréal, je pense que leur premier choix doit aller sur le meilleur joueur disponible. Maintenant, lorsqu'on regarde la liste, bon, on risque de repêcher dans le top 3. En tout cas, je me croise les doigts, je touche à du bois, puis je mets mon chapelet sur la corde à linge. Je pense que ça devrait être un attaquant. Maintenant, c'est de savoir lequel. Le deuxième choix de première ronde, maintenant, c'est pas... c'est à discuter. C'est selon les besoins qu'on va avoir à remplir. C'est sûr que il n'y a pas de gardien de but flamboyant présentement qui sort sur les listes, mais dépendamment des besoins du Canadien de Montréal, des besoins à long terme, à court, peut-être qu'on pourrait décider d'y aller avec un autre attaquant ou un gardien de but, mais je ne pense pas qu'on va repêcher un défenseur. Puis il y a quelqu'un qui nous a demandé Oliver Kapanen. Oli Kapanen, c'est un bon... un bon attaquant finlandais. Honnêtement, digne de mention, oui. Maintenant, attendez-vous pas à voir le Canadien de Montréal demain matin. Besoin de développement. Physiquement, a besoin de prendre la maturité. A tout le temps été bon dans les niveaux qu'il a joué en Finlande. Maintenant, le step qu'il y a entre les ligues européennes et les ligues nord-américaines, c'est différent. Bien souvent, il y a des joueurs européens qui ont un peu plus de misère et malheureusement aussi, c'est pas un désaveu envers eux, mais les Finlandais et les Suédois sont pas réputés pour venir jouer en Amérique du Nord durant leur passage junior. Donc, j'ai comme l'impression que du côté de Kapanen, on va attendre encore quelques années. Devrait faire le saut, passage par le Rocket de Laval. Pourrait être une surprise s'il se développe, mais ce ne sera pas le nouveau Saku Koivu. OK. Parce que j'ai regardé vite ses stats, puis dans la Liga, ça a l'air... C'est ça, exactement. Mais il joue avec des hommes depuis on a quelqu'un dans le chat ici que moi, je pense qu'il peut être intéressant. C'est Joe Verbetic, un gardien de but qui joue en Europe. Un gardien de but, si je ne me trompe pas, il est danois. Non, ça, c'est Frédéric Dichard, c'est danois. Exact. Je me trompe à ce moment-là. Mais oui,
Verbatic joue dans la OHL, je pense. Ah, c'est moi qui s'est trompé. Okay. Excusez, ouais. guys. J'ai Ouais, pas non, les cochons ici. Ben, en tout cas, j'ai mêlé. Verbatic, ben, c'est un peu... c'est un gardien de but, je dirais, énigmatique. Pas qu'il est mauvais dans la OHL, là, loin de là. Mais de là à dire que qu'il va arriver, sortir de tout. Lorsque j'ai regardé les plusieurs gardiens de but, bon, il y a Dois que je parlais, le gardien de but danois qui justement a joué pour l'équipe là-bas. Mais c'est pas le gardien de but qui va être un. Lorsqu'on joue à NHL, puis on regarde est-ce que tu vas être un gardien élite, fringe starter, je pense que ça va être un AHL starter au cours des prochaines années. Faut pas fonder des grands espoirs par rapport à ça. Ce qui n'a pas dû l'aider aussi, c'est la situation avec la COVID l'année passée dans la OHL. Il n'y a pas eu beaucoup de hockey. Ben, ça va être un problème, honnêtement. Ça va être un problème pour les 2 prochains repêchages. Là, présentement, c'est un problème qui se vit dans la Ligue junior majeure du Québec, puisque les joueurs de 16 ans de cette année n'ont pas joué l'an passé Midget 3. Donc, de jouer, passer d'environ une quarantaine de matchs Bam Tam 3 à pas jouer Midget 3 à jouer 68 matchs junior majeur, c'est très difficile pour eux. Il y a plusieurs recrues, justement, que c'est pas parce qu'ils manquent de talent, mais ils manquent de jus. Donc, nécessairement, ça va se faire ressentir aussi du côté des espoirs de la Ligue nationale. Il va y avoir un manque de peut-être d'expérience, puis c'est là que les clubs écoles, le développement dans les clubs écoles va se faire valoir, puis de pouvoir donner la chance à des joueurs, à des gardiens de but de prendre la chance d'avoir de l'expérience puis de se développer. Puis du côté du Canadien, ben, c'est là qu'on va voir comment que l'équipe de développement travaille au courant des prochaines années. Ouais. Moi, j'ai une petite question rapide avant qu'on passe au prochain segment, mais dans le cas de Yeti Yolonen, là, il joue actuellement avec le Rocket. Est-ce que c'est un gars qu'on peut voir dans la LNH prochainement? Honnêtement, j'aurais aimé le mettre sur mon top 10. Je vais être bien honnête avec vous. Pourquoi? Ben, je l'ai dit tout à l'heure, je voulais pas mettre des joueurs qui avaient trop d'expérience dans la Ligue nationale. Yonen, honnêtement, pourrait percer le Canadien de Montréal dépendamment des prochains ajustements. Depuis le début de l'année, il fait du up and down tout le temps, comme le premier gars rappelé. Moi, je l'aime bien, honnêtement. C'est un joueur polyvalent qui est présentement, moi je le vois l'an prochain, c'est un 3e trio à Montréal. Pourrait surprendre. Mais ça dépend aussi des manœuvres de cet été. Je pense qu'on doit sortir quelques vétérans pour faire place à des vertes recrues comme Yonen, entre autres. Là. Mais je ne veux pas nommer de nom de vétéran, mais je pense qu'on a tous des bonnes idées derrière la tête. All right, coach, as-tu des questions concernant le top 10 avant qu'on passe au prochain segment? J'ai épuisé toutes mes questions. Tu as épuisé toutes tes questions. Ben, je pense qu'on a fait le tour, honnêtement. Ça nous donne un portrait quand même assez général de l'organisation. Puis surtout, c'est intéressant pour l'avenir parce qu'on se dit on a des bons prospects. De la manière que tu nous as parlé, il y a quelques gars qui étaient dans ton top 6 au niveau des attaquants. Je pense entre autres à Farrell que tu nous avais parlé, peut-être John Misak aussi, Joshua Roy qui devrait. Puis des défenseurs, on a un top 4 juste en jeune. Fait que c'est quand même... Honnêtement, la défense à Montréal l'avenir de la défense à Montréal est doré. Maintenant, les prochains repêchages, bon, on a 4 choix dans les 2 premières rondes au courant des 2 prochaines années. On le sait, les prochains repêchages du côté des attaquants vont être excellents. Donc, je me dis que mon top 10, on s'en reparle d'un an jour pour jour, ben Goulet devrait être monté, puis on devrait, espérons-le, peut-être avoir un Shane Wright, puis penser peut-être à un Connor Bedard, mais on verra. Suzuki, Shane Wright en 1-2 punch demain matin, s'il vous plaît. Oh, wow. Demain matin. Ça serait très, mais ça, on va voir avec la loterie parce que ça reste quand même un élément de chance. All right. Fait que les boys, est-ce que vous êtes prêts? Là, on va recevoir un invité tout spécial qui aime ça, lui, disons, ridiculiser parfois un peu l'univers du hockey. Mais on y va avec notre dose patate. La dose à patate! Vitamine, mon frère! Hey, va falloir t'allumer le micro. Allume le micro, pose pas. Ouais. Parce que là, écoute, t'es muet. Salut! Ouais, c'est fait, là. Bonsoir, les boys! Bonsoir! Comment ça va, ma patate? Moi, ça va bien, mon chum. Moi, ça va bien. Cette semaine, le gouvernement a annoncé une 7e réforme en santé publique en 25 ans. OK. Oui, monsieur.
Le Canadien aussi, à 25 ans, il y en a eu des réformes. Il y a eu 7 DG différents. Je vais tout te dire. Il y a eu Ken Hughes, Marc Bergevin, Pierre Gauthier, Bob Gainey, André Savard, Jean Houle, puis Serge Savard. En 25 ans, ça en fait des réformes. On réforme comme le gouvernement. Le Canadien puis la santé publique, là, pour ces 2 champions de réforme, pas chaud au bout. On s'entend là-dessus. OK, en santé, ça fait 25 ans qu'on attend les urgences. Moi, ça fait 25 ans que j'attends dans mon salon pour voir une coupe à Montréal. Ouais, ça fait longtemps, effectivement. Si le Canadien serait assis dans une salle d'urgence, il n'y a rien que les Toronto à côté de nous autres en train de sécher, en train de crever, puis nous autres, on est à côté, mais on attend. Un coup de Toronto va gagner la coupe, ça va être nous autres. Une chance, c'est rendu en chaise roulante. Ah, Seigneur, pauvre Leafs. En santé, c'est pareil. On n'en a pas pour notre argent. Le Canadien, c'est pareil. 70$ le billet, puis je suis chauché avec les corneilles de 100 000. 20$ un trio hot dog, puis j'ai même pas de vitamine. C'est vrai que quand on a été voir les Lions, ça nous coûtait moins cher les hot dogs, mettons. Tu cherches un parking? Maman cherche un parking, trouve pas un parking. C'est aussi rare que se trouver un médecin de famille. Puis quand je trouve un parking, c'est le prix d'un médecin annuel. Tabarnak, ça coûte cher le parking chez vous, toi? À Montréal, c'est fou merveilleux, mon chum. Ouais, 250 000, genre. OK. Le Canadien, tout ça pour dire que le Canadien, avec ses réformes, puis la santé, avec ses réformes, il devrait se parler d'une ouate plus une ouate. Ça fait 2 watts, ça ferait du bien pour tout le monde. Ça ferait avancer les affaires. Ça serait plus intelligent, un 2 watts. Là, je me suis mis à réfléchir à ça avec ma petite vitamine. Je me suis imaginé un top 5 des personnalités publiques qui pourraient être avec le Canadien. Mm-hmm. Ton micro. Patate, ton micro. Ouais. Pour le premier, le département des plaintes. M'entendez-vous? Oui. Ouais. Maîtresse Justin Trudeau. Comme ça, quand il y a un joueur qui arrive, il a envie de se plaindre, Trudeau va se mettre à pleurer. Il va pleurer avec lui, puis il va s'excuser, puis il va lui donner des augmentations. Le joueur va être bien content. Ouais, Après okay. ça, j'ai pensé à ça. Les joueurs, là, qui en donnent pas assez, et qui sont fatigants, on arrête envie. Oh mon Dieu, je te vois venir, toi, là. On peut pas. Quand je me vois se mettre dans la chambre du Canadien ou les petits baveux. Hey, toi. Ah, si, je la voyais. Ça va régler. Après ça, mon autre personnalité, j'aimerais savoir Vladimir Poutine. Ce club-là, faut que ça soit géré en dictature. Faut que ça roule carré. Le dernier joueur avec un col roulé, là, le Canadien de Montréal, c'est Thomas Plekanec. Quand Thomas Plekanec, il regardait un joueur, il disait « Tu travailles pas bien ». Le joueur, il voulait pogner le col roulé puis le serrer. Vladimir Poutine avec son col roulé. Ah, t'es pas sérieux. Le chiateur. On pourrait peut-être signer Ovechkin avec lui après. Ah, mon Dieu. Le chiateur, mon Tu viens chien. vraiment de comparer Plekanec à Poutine. Non, c'est le col roulé. C'est le col roulé. Le col roulé, OK. Oui. Poutine. OK, après ça, je mettrais Marie-Philippe Poulin. Ah. Elle est tannée de battre des Allemandes, elle est tannée de battre des Suédoises. Elle a même planté les Américaines, elle mène dans le club. En plus de coup, il y avait d'autres joueurs, elle. C'est un fait. Après ça, je vais finir avec mon dernier. Avec le manque de main-d'œuvre, ça n'a pas été facile. Mais j'ai signé le dernier agent libre. Lui, il va s'occuper des joueurs en profondeur, peut-être dans la douche. J'ai nommé Eric Salvaille. Ah. Il va prendre des petits extras. Je ris de malaise, mais c'est. Ah, c'est pas propre ton équipe, c'est pas propre, j'aime pas ça. Ben, ils vont être propres dans la douche avec Salvaille. Pour des changements. Ah, il va s'assurer qu'il soit propre, il va les regarder là, bien se laver, mettons. J'ai pas comparé Plekanec à Poutine. J'ai comparé le col roulé. Il fait pas peur. Le col roulé fait peur.
OK, c'est bon. Hey, merci beaucoup, Patate. Merci. Comment tu vois l'avenir du Canadien? Ça, tu l'air pas pire? Ben, vous écoutez parler, ça va bien à défenser? Oui. On va arrêter de s'en faire niaiser. Oui. On Si va on être peut fort. avoir un goaler avec ça, après ça, les jeunes, ben, ça va bien. Ça va bien, ça. Merci beaucoup, Patate, pour ton segment. Écoute, on refait l'organisation du Canadien au grand complet, ma foi. Salut, boys. Ciao, mon chum. All right, les boys, ben, c'est la fin du show. Première des choses, ben, si vous voulez, vous pouvez rester, on va jaser un petit peu après. Mais première des choses, un très, très gros merci, Pierre-Olivier, d'avoir participé au projet à la Coupe et d'avoir amené tes enseignements. Ben, merci les boys de m'avoir reçu. C'était vraiment un beau trip pour moi de participer à ça. Puis, tu sais, autant coach que moi, on n'était pas très calé en junior ou en universitaire. Fait que ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui répond aux questions. Ça me fait plaisir. Ah ouais, si tu veux, tu reviendras aux prochaines années, comme on pourrait quasiment faire comme une soirée draft. Ça pourrait être très intéressant, faire voir les prochains espoirs. Puis, honnêtement, le draft, ben, il va avoir lieu en juillet, de toute façon. Là, fait que, on se fera un tailgate party bord de piscine. Là. Yeah, let's go. Ah, OK, pendant le draft. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'un coup que la loterie va être faite, on va regarder qu'est-ce que le Canadien pourrait viser avec les différentes positions. Là. Mais ça va être quand la loterie va être faite. Fait que Pierre-Olivier, un très, très gros merci d'avoir participé à ce show-là. Puis écoute, on reste en communication là, pour ce qui est du hockey junior. Je pense que tu pourrais être, en tout cas pour moi, tu pourrais être très utile. Avec plaisir, les boys. Merci, Charles. Et puis sinon, coach, ben écoute, merci encore une fois d'avoir accepté toi aussi l'invitation. C'était le fun quand même. J'ai grandement apprécié la présence et celle de Pierre-Olivier. J'ai tellement appris à soir là, sur le futur des Canadiens. C'est fou à quel point ce gars-là a des connaissances, une richesse. Puis j'ai hâte de voir comme les commentaires comme de notre live parce que je suis pas mal sûr qu'on n'est pas les seuls à avoir appris quelque chose ce soir. Non, puis tu as remarqué, là, il lançait des noms qui n'étaient pas dans sa liste, puis il est quand même capable de spotter c'est qui. Il y a eu une erreur avec Verbetic ou quelque chose, mais pour le reste, là, il lançait des noms qui n'étaient pas dans sa liste, puis il savait c'était qui, le style de joueur, où il joue. Damn, je veux dire, le hockey junior, je connais rien. Ben, moi non plus. Puis, ben, aussi, quand il a parlé de Joshua Roy, comme quoi il était mal utilisé anciennement, ça, c'est une donnée. Moi, j'ai les données statistiques, là, ce que j'ai. Ouais, non, mais j'ai pas compris qu'est-ce que tu as dit, je suis désolé. Quand il avait parlé de Joshua Roy, il dit, c'est pas cette année, mais les années d'avant, il était peut-être mal utilisé par son organisation. Ouais. Moi, en tant que tel, ce que j'ai comme information sur Roy, c'est ses statistiques d'attitude. Sans soi, c'est tellement le fun d'avoir ce high test-là, parce que lui a vu jouer Joshua Roy, parce que tu peux seulement comme aller chercher ces données-là de cette manière-là. Puis de pouvoir comme dire ça, mais c'est d'expliquer comme la production du joueur aussi, qui était relativement basse quand il ne jouait pas avec le Phoenix de Sherbrooke, qui est maintenant hors de ce monde. Oui, Colin. Hey, 5e ronde, le gars, puis je veux dire, aujourd'hui, c'est une domination dans la LHJMQ. Là. Ah oui, c'est 92 points. Je pense que c'est le meneur même en ce moment, comme dans la LHJMQ. Puis en soi, ben, c'est une révélation. Tu sais, sa première saison, c'est 0,73 points. Puis sa saison en ce moment, c'est 1,84. Le gars, c'est un peu comme s'il avait mangé comme un joueur de 1 point par match. Mais écoute, je me rappelle pas à 100%, mais il me semble qu'il était dans les meneurs de la Ligue canadienne, donc pas juste la LHJMQ. Okay. Peut-être même le meneur point. Fait que, bref, c'est un espoir, honnêtement, ça serait un vol que le Canadien aurait fait, mais Colin Debin, que c'est excitant pour nous autres pour l'avenir, par exemple. Là. Ben oui, surtout comme un joueur de centre. Tu sais, le Canadien, la ligne de centre, ça a tellement tout le temps comme été comme une question comme d'instabilité ou de situation stable, mais un manque de talent. Tu sais, quand Dano était là ou quand, il y a quelques années, c'était Plekanec avec Saku Koivu. Tu sais, on a vécu comme plusieurs époques où notre one-two punch n'était pas nécessairement comme dominant dans la Ligue nationale de hockey. Là, d'avoir comme peut-être un Joshua Roy, peut-être la sélection comme de cet été comme au draft, parce qu'il y a beaucoup de centres nord-américains qui sont classés très haut. Fait que ce serait intéressant comme d'aller chercher comme un bon joueur de centre à ce moment-là. Mais après ça va faire de la compétition. Puis c'est à travers la compétition qu'on fait un club de hockey. Ben, il me semble que dans son lot ici, il y avait quelques joueurs de centre, là, si je me rappelle bien. Oui, il y avait Yann Misak aussi, qui a passé un peu de temps avec le Rocket l'an passé, puis qui maintenant connaît une très bonne saison comme dans la OHL. Fait que c'est cool, c'est le fun de voir que le jeune se développe puis prend un step de plus. Parce que c'est sûr que quand tu joues comme dans la AHL, que tu joues comme avec des hommes, ben ça ne paraît pas nécessairement sur tes statistiques, ça ne les embellit pas. Puis là, de le voir que parmi ses pairs, ben, il est dominant, ben, c'est sûr que c'est le fun. Écoute, très rapidement, là, PO, il vient de nous écrire 94 points pour Joshua Roy. Il est premier marqueur à égalité. J'assume ça doit être dans la Ligue canadienne.
Tabarouette. Hey, quand même, c'est très impressionnant. All right, coach, ben merci beaucoup. On reste en communication, toi puis moi aussi. Sinon, merci d'être venu aujourd'hui. C'était un show qui était super intéressant. On se reparle prochainement. Yes, mais merci Yves. Merci pour le si beau show. Yes, merci à vous autres. Bonne soirée à toi. Alors, pour vous à la maison, un très, très gros merci d'avoir été là. Merci d'avoir commenté aussi pour ceux qui nous ont lancé des noms. Ça a alimenté la conversation. C'est toujours très plaisant. Je vous invite à nous rejoindre à la fois sur alacoupe.ca où il y a des entrevues exclusives, où il y a l'actualité. Bon, vous savez ce qu'il y a là-dessus. Twitter aussi, où ce qu'on vous traduit les tweets des meilleurs insiders, mais aussi sur YouTube et Spotify. Le show d'aujourd'hui va être en rediffusion, pas demain, probablement après-demain. Mais en tout cas, restez connectés sur nos différentes plateformes, puis on va vous tenir au courant. Également, restez connectés pour le prochain show à la Coupe, puisqu'on y aura un 18e épisode, that's for sure. D'ici là, je vous dis merci d'avoir été présent. On se revoit très prochainement. Bye bye.